marais audomarois est un lieu unique, entre terre et eau. C'est le seul marais maraîcher de France et c'est une zone naturelle à la richesse exceptionnelle. Ici, on cultive l'art d'assembler les contraires. Entre le Nord et le Pas-de-Calais, il s'étend sur 3700 hectares et une quinzaine de communes. Selon la légende, l'histoire du marais a commencé ici, à Saint-Momelin. 3 moines ont créé l'abbaye de Saint-Bertin. C'est là qu'ont été pensés les premiers aménagements hydrauliques qui ont permis de mettre des terres en culture. Cette fonction nourricière perdure, mais il faut aujourd'hui la conjuguer avec la préservation de la faune et de la flore. Il faudra des bottes pour partir à la découverte de ces paysages aux côtés de Luc Barbier, qui consacre toute son énergie à la mise en valeur de ce territoire. Sans oublier toute son équipe de passionnés. Nous passerons saluer Marie-Claire sur son exploitation, en plein cœur du marais. Mais aussi la famille Collin, dont les membres partagent une même passion pour les embarcations traditionnelles. C'est dans un marais plus sauvage que nous croiserons la silhouette de Perry, l'ornithologue poète, qui a découvert le marais en suivant les oiseaux rares. Mais d'abord, nous sommes attendus par Sébastien, pour entamer la visite de la réserve du Romelard, zone protégée depuis une trentaine d'années. Celui qu'on entend, c'est la fauvette à tête noire, celui-là. C'est encore un autre. Alors vous allez entendre parler de plein de noms d'oiseaux aujourd'hui. Petit échauffement là avant d'arriver sur la réserve naturelle du Romelard. Vous verrez, le paysage va complètement changer. Là autour de nous, on est encore dans un paysage maraîcher. Regardez d'ailleurs, il y a un héron là-bas qui décolle. Essayez de le focaliser, celui-là. Voilà, alors ça c'est un oiseau qui niche dans le marais. Donc ça c'est ce qu'on appelle le vanneau huppé. Donc le vanneau huppé, c'est un oiseau typique des zones humides. On a un cours d'eau qui coule, que vous connaissez, qui s'appelle l'Aa. Et comme ici on est dans une grande cuvette, et ben l'eau elle va s'accumuler. Et au bout d'un moment elle s'accumule, mais il faut qu'elle reparte. Donc elle repart de ce côté-là, direction plein nord. Les oiseaux n'y seraient pas s'il n'y avait pas de cette végétation, ces roseaux, mais aussi les herbiers qu'on peut trouver dans l'eau, les bancs de nénuphars par exemple. Chaque plante va amener un cortège d'espèces animales, des poissons, des insectes et font partie aussi du régime alimentaire des oiseaux. Donc en fait tout est lié, tout est imbriqué, on peut pas séparer les choses. Alors je vais vous montrer à quoi ressemblent les cormorans. Les cormorans que vous avez dans la colonie qui est juste en face de vous. Ici, la colonie que vous avez, on a à peu près, on va dire 200 couples sur la réserve. Alors ça peut paraître beaucoup, ça veut dire qu'il y a assez de nourriture. Puis on voit bien les jeunes qui sont pas loin de voler, hein. Ils sont encore non volants pour le moment. C'est comment déjà le nom avec quand ils sont orange sur le côté là? Sur le côté des... Le grèbe huppé. Ouais, là-bas il y en a une aussi. Alors voilà, il y a un grèbe huppé qui est de l'autre côté Là-bas, également. On voit la biodiversité, on découvre des espèces qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait jamais vues. Des découvertes, des connaissances partagées sous le regard amusé des oiseaux. C'est la carte postale malicieuse qu'Alice, Sébastien et les autres nous envoient de la réserve du Romelard. Mais il n'y a pas que les oiseaux qui peuplent le marais audomarois. Les hommes aussi sont parvenus à trouver leur place ici, à force d'ingéniosité et de courage. Les maraîchers restent une pièce maîtresse de ce territoire. Leurs exploitations couvrent 10% de la surface totale du marais. Aujourd'hui, 40 familles perpétuent cette histoire. Les Mièzes sont dans le métier depuis plusieurs générations. Nous les retrouvons en plein repiquage de chou-fleur, le légume roi du marais.
On échelonne nos plantations pour dire d'avoir, en jouant avec les variétés, d'avoir du chou-fleur pratiquement du mois de mai jusqu'au mois de novembre. On sort en général 2 fois des récoltes, des belles récoltes. C'est la particularité du Marais, quoi. Philippe Kest est passé en voisin. Employé par la ville de Saint-Omer pour valoriser son art et son histoire, ce passionné connaît son petit Marais illustré sur le bout des doigts. Et ensuite, dans les parcelles là-bas au fond, on a cette année planté un peu de martinet, une variété ancienne locale. Tout était récolté dans des bateaux, dans le back-off, qui était un petit peu le camion du Marais, qui permet d'emmener plusieurs tonnes de ces choux-fleurs et de les ramener, donc de les évacuer via la voie d'eau. On les ramène ensuite jusqu'à la terre la plus proche et ensuite on les amène en camion ou en charrette à cheval encore plus en amont, hein, dans une période plus reculée. On a des images du début du siècle où on voit arriver tous ces choux-fleurs dans les halles ferroviaires qui se trouvent à côté de la gare de Saint-Omer, qui existent toujours. Voilà, donc on a des productions qui peuvent aller de l'autre côté de la Manche ou qui peuvent aller aussi vers la Belgique. Mais essentiellement, pour ce qui concerne le chou-fleur, c'était la région parisienne, le marché parisien et puis l'Est de la France. Tu vois, d'ici une quinzaine de jours, on coupe dedans. Keïta vient du Mali. Il est en formation chez les Miez depuis quelques mois. Une façon pour lui de s'immerger dans la culture du chou-fleur. Mais aussi pour Marie-Claire de profiter de cet échange fertile entre le Mali et l'Audomarois. Ça, c'est les choux-fleurs de variété ancienne. Et Keïta est issu du monde agricole au Mali. Hein. Ouais. Donc, on a vu tout de suite que la terre, c'était son truc. Hein. Et lui, il nous fait découvrir, on partage. Hein. Tout de suite, il a fait le rapprochement entre le chou-fleur et les arachides un peu chez lui. Hein. Hein, on voyage, c'est vraiment agréable de pouvoir partager avec des gens de nationalités différentes. Mais on se rend compte que tout compte fait, la terre nous rapproche quand même quelque part. Il a reçu par courrier 3 graines de baobab. On va voir à quoi ça ressemble. Ça fait un petit peu du Mali à Clermarais. Rendez-vous l'année prochaine donc pour apercevoir peut-être un baobab sur les rives de Clermarais. Il est temps de reprendre la route. Enfin ici, on parle plutôt de rivière ou de Watringue. Pour ce faire, nous montons dans une bacove. Et pas n'importe laquelle, celle de Luc Barbier, une figure incontournable de ce territoire. Certains disent même que le Marais est son jardin. Ce visionnaire poursuit ici depuis 30 ans un rêve éveillé. Protéger, valoriser, préserver le terrain de jeu de son enfance. Il a à son actif de belles victoires, dont la dernière n'est pas la moindre. Depuis 2013, le Marais audomarois a reçu le label Réserve de biosphère décerné par l'UNESCO, qui valorise des lieux où l'homme et la nature coexistent en harmonie. On est quand même sur un site qui est unique. On est la ville à la campagne. D'un côté, on est sur le pôle urbain. De l'autre côté, on est sur 4000 hectares de terre et d'eau. Enfin, c'est unique en Nord-Pas-de-Calais et peut-être même en France. On a un tiers de la flore aquatique française. On a 236 espèces d'oiseaux. On a 26 espèces de poissons présentes ici sur un territoire qui fait somme toute que 3721 hectares. Donc on a un condensé de biodiversité, d'humanité et de sites de production, donc avec une vraie vie économique. Et c'est pas factice. Il y a aussi des résidents amoureux de cette zone humide et 120 000 touristes en bateau par an. Des milliers de trajets paisibles et silencieux, attentionnés à ne jamais rompre l'équilibre fragile que l'homme a réussi à préserver ici par miracle. C'était un grand marécage hérissé de forêts avec des terres sauvages, etc. Il a creusé tous ses canaux, il a monté le niveau des terres, il a construit des bateaux pour travailler, cultiver, il a fait plein de choses. Donc il a plutôt tenté de dompter la nature. Et il y a un moment, il y a une rupture du point d'équilibre. Alors, à partir de quand la rupture elle arrive, ça c'est plus compliqué. Mais c'est sûr que sur le territoire ici, les habitants doivent prendre soin de leur marais. Leur marais il est fragile et sensible. Et ils doivent prendre soin de leur territoire pour demain, ça c'est sûr. Pour se projeter dans le futur, Luc Barbier et toute son équipe parient sur un passé encore très vivace. Ainsi, s'est récemment achevé un chantier exceptionnel, la reconstruction du moulin de l'Aile.
un moulin d'assèchement qui permettait la mise en culture de certaines parcelles. Et pour incarner ce lien entre passé et avenir, Luc tient à nous présenter Yves de Grave, un monument d'histoire à lui tout seul. On l'appelle plus le marais du Lel, c'est marais de la Princesse, marais de la Petite La Mer, princesse, c'est de l'autre côté. Ouais. Yves a aujourd'hui 83 ans et il a vécu dans un marais d'une autre époque. Celle des habitations inondées régulièrement, des chevaux qui tiraient les charrues dans les champs. Un monde en vase clos où tout le monde se connaissait, avec ses codes, ses fêtes, ses traditions. En 1948, Yves a vu de ses propres yeux ce moulin de l'Aile s'écrouler, sous le coup d'un violent orage. Alors le redécouvrir aujourd'hui, à nouveau debout, c'est ouvrir une porte sur ses souvenirs. Ah, il est venu une bonne tornade de l'ouest, là, je vous l'ai dit, une espèce d'orage. Au matin de bonne heure, à 6 heures. On coupait des choux-fleurs déjà. Et puis le temps il est venu fort vilain, et le vent il a monté. Et puis là, seul coup, on a entendu, on n'était pas loin, on était combien? À 200 mètres de là. On a dit un craquement. Le moulin, il n'y a plus d'aile. J'aurais plus jamais cru de la roi. Ouais, c'est pas croyable. Nous, ça nous fait plaisir de savoir que ça vous fait plaisir. Ouais. On le graissait avec des morceaux de grave. Tous les 3, 4, 5 dents, on mettait un morceau de grave. Alors ça, et le gras, vous alliez chercher en boucherie, c'est ça? Ah ouais, il allait chercher en boucherie. C'était des remèdes... Ouais, mais ça fonctionnait. Alors je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, de toute façon on voit déjà les gens qui se promènent, viennent se prendre en photo devant le moulin. Donc le moulin c'est le totem de la maison du Marais et c'est vraiment un élément important dans la vie des Audomarois aujourd'hui. La vraie révolution, on a commencé à mettre toutes les terres hors d'eau et en culture. C'est à partir du moment où on a réussi à s'affranchir des niveaux d'eau grâce au pompage. Et les premiers pompages qui ont été faits dans le Marais, c'était grâce à des moulins en bois particulièrement. C'est le dernier moulin de drainage entièrement en bois de France. Et c'est un élément de patrimoine, c'est dans les choses uniques du territoire, il y a le moulin de l'Aile. Avoir le moulin sans son histoire, c'est déjà super, mais l'avoir avec son histoire, son fonctionnement, enfin tout ce que Yves a pu nous raconter, pour nous ça a une valeur énorme parce que c'est du vécu. Yves de Grave prenant la pose sur son moulin, c'est une façon de contempler le patrimoine génétique du Marais. Cela vaut bien une carte postale. Côté patrimoine génétique, il est temps de faire connaissance avec la dynastie Colin, les fameux faiseurs de Bacov. Direction les faubourgs de l'Iselle. C'est là, dans un quartier historique du Marais, que nous retrouvons Rémi Colin, son père Vincent et son grand-oncle Gérard. 3 générations réunies autour d'une même passion pour les embarcations traditionnelles du Marais. On appelle ça une ruie, cet outil. Et donc c'est l'outil traditionnel pour naviguer sur le Marais. J'ai appris avec mon père et puis au fur et à mesure on se perfectionne un petit peu. Quand j'étais enfant c'était plutôt les avirons, donc c'est une rame de chaque côté ou un petit moteur. On s'est remis à aller à la ruie lorsqu'on a commencé à faire des visites dans le Marais. Donc sur nos bateaux, on promène les touristes à la perche. Donc on s'y est remis, en fait il n'y a plus beaucoup de monde qui utilisait la ruie à part nous. Je suis né dans le Marais, oui. Et donc moi j'ai toujours connu en fait les scuts et le Bacov. J'ai été utilisé tout petit pour aller à la pêche, pour aller faire des cabanes dans le Marais. Enfin, j'ai passé mon enfance dans le Marais. Et l'ancien charpentier, donc Gérard Colin, a arrêté, ça doit être en 95, et personne n'a pris la suite. Moi je suis parti en mes études en tant que menuisier. Et puis je me suis dit pourquoi pas moi. Voilà, j'adore ces bateaux, j'adore le Marais, pourquoi pas les fabriquer. Alors j'ai démarré tout seul et il y a 3 ans j'ai proposé à mon père de me rejoindre. Et c'est moi qui lui ai transmis le savoir-faire. Rémi et son père perpétuent donc une fabrication à l'ancienne. Pour les bateaux traditionnels, ils utilisent les outils que Gérard leur a légués. Ils reproduisent les gestes qu'il leur a transmis.
Quant au bois utilisé, il provient des forêts environnantes. Non, mais là, pas mais là, comme ça pour qu'elle puisse sécher parce qu'il y a Il manque l'escalier. C'est garder un savoir-faire, c'est garder un style de bateau, c'est garder, on va dire, une partie de l'âme du marais, et puis énormément de souvenirs pour beaucoup de monde, et puis des souvenirs à venir pour la plupart des gens qui navigueront sur nos bateaux. Avant de passer le flambeau à son petit-neveu, Gérard a été charpentier pendant 45 ans dans le Marais. Des escutes et des bacoves, il en a fabriqué tellement qu'il a perdu le compte. Imaginez, il y avait au moins 300 familles dans le Marais, imaginez, et chaque famille possédait minimum de bateaux. Et en plus, vous aviez aussi des habitants du Marais qui étaient à résidence principale, isolés dans le Marais, où tout se passait par bateau. Là, c'était les plus petits, évidemment, depuis la naissance jusqu'au décès. Et tous les événements de la vie se passaient par bateau. Leurs exhibitions. Bah, il y a eu une complicité entre nous, voilà. Et en plus, c'était un petit peu la famille, mais même du fait que c'était une continuité, il fallait l'aider. Dans la région Nord-Pas-de-Calais, c'est un peu un patrimoine de la région de Maroise et du Marais de Marois. Voilà, donc s'il continue, c'est merveilleux, quoi. Il est temps de laisser la famille Collin rassemblée à l'occasion d'un petit instantané bucolique. Et nous rejoignons, à quelques encablures de là, une autre embarcation, plus moderne, celle de Muriel Richard, la propriétaire de la fermette de Marie Grouette. En route pour l'aventure. Équilibré. Comme tous les week-ends de la belle saison, Muriel accueille ses hôtes à l'embarcadère. Et tant pis pour les visiteurs qui n'ont pas le pied marin. Son petit bateau est le seul moyen de rejoindre ses chambres d'hôtes, isolées sur une des multiples îles du Marais. Juste amarrer le bateau. Faites attention que vous mettez les pieds parce qu'on a les pieds cool en liberté. Pour Joël et Benoît, métropolitains en quête de calme, c'est l'occasion de goûter une nature préservée. C'est un peu magique, quoi. La barque, laisser la voiture sur le quai, c'est des paysans. En plus, on est adepte de la nature, on aime bien marcher, on aime bien découvrir la nature, donc ça nous plaît beaucoup. Et il y en a déjà pas mal, alors 2, 4, 6, 8, 9. Okay. Tout à l'heure, on va aller manger, on va prendre la barque, on verra bien comment on va revenir, mais non, ça nous plaît bien, une bonne expérience, mais c'est quelque chose de sympathique. Mon mari était venu quand il était jeune avec son père. Il y a une quarantaine d'années. Muriel a eu un coup de cœur pour le territoire il y a une quinzaine d'années. Mais elle n'a pas gardé ce petit coin de paradis uniquement pour elle. Elle adore le partager avec ses hôtes de passage. C'est d'avoir ça au quotidien, tout simplement, de se lever le matin, de voir les cygnes, les canards, les petites poules d'eau, ce sont voilà, les bruits, ce qu'on peut voir toujours différent, une vie continue dans le Marais, et ça c'est exceptionnel. Le week-end s'annonce donc prometteur pour Muriel, Joël et Benoît, entourés par une bande de joyeux volatiles dont nous avons conservé pour mémoire un petit spécimen. Nos compagnons à crête rouge nous ont parlé d'un drôle de personnage. Un ornithologue britannique, mi-poète, mi-musicien, tombé amoureux du Marais et de ses habitants à plumes. Il vit sur une île encore plus isolée, là-bas, vers les rives les plus sauvages du Marais. Ici, Perry Haynes a trouvé une nature à sa mesure, hors norme. Avec lui, le Marais audomarois prend des allures de bayou américain et on s'étonne presque de ne pas croiser d'alligator. Bienvenue dans le royaume de Perry. C'est l'île, c'est mon île. Je n'y pense pas comme à mon île parce que je ne suis là que pour un court moment. Mais j'ai ce privilège de vivre ici le temps d'un chapitre de ma vie. Toute ma vie, j'ai aimé la musique et c'est merveilleux ici de pouvoir juste apprécier la musique des oiseaux. À cette époque de l'année, ils chantent beaucoup parce que c'est le printemps. Ils cherchent un compagnon, un nouvel amour, et ils s'interpellent les uns les autres. J'ai beaucoup de chance car un de mes voisins très spécial, le Martin pêcheur, vit ici et il me rend visite au petit déjeuner. J'ai mon café, il a son poisson, nous sommes de très bons voisins.
Nous sommes dans le jardin de l'île. Il y a certains arbres que je n'ai pas plantés. Celui-là, par exemple. Il est vieux de plusieurs centaines d'années. Le saule pleureur est très heureux ici dans le marais. C'est très calme ici. Je n'ai pas beaucoup de visites. Il y a un sentiment d'isolement. Mais je dois être honnête, j'adore ça. J'aime l'espace. Ici, le printemps et l'été, c'est splendide. Tout est très vert. En hiver, nous affrontons un temps beaucoup plus rude. Ça peut être difficile. C'est une vraie leçon, presque une éducation. Et j'ai beaucoup de respect pour les gens qui ont vécu ici il y a une centaine d'années parce que c'est rude. Parfois, avec la neige, la glace prend tout autour de l'île. Et tous les jours, je dois la briser avec mon bateau, et quand je le fais, je libère l'accès pour tous les oiseaux. Donc je peux avoir des centaines, des milliers d'oiseaux autour de l'île. Perry a l'habitude de dire qu'il vit ici comme dans un tableau de Monet, peint avec le côté sauvage de Rousseau. Une peinture qui l'inspire tellement qu'il en écrit des poèmes. Il nous en a offert un, pour la route. J'entends les choses que l'on n'entendait pas. Je vois les choses que l'on ne voyait pas. Et je remercie le marais pour ce que tu n'as pas dit. Ils sont nombreux à se perdre dans le marais en suivant le vol des oiseaux. C'est encore le cas ce soir. Quelques bénévoles, mobilisés autour de l'équipe de Luc Barbier, sont sortis écouter les butors étoilés. Cet oiseau de la famille du héron est une espèce rare, menacée. Il est donc essentiel de le recenser pour pouvoir ensuite gérer au mieux son habitat. Mais chut, il faut se taire pour pouvoir écouter le fameux mugissement caractéristique du butor. C'est un oiseau qui passe plus de temps à se déplacer à pattes qu'à voler en fait. Donc du coup, le seul moyen d'étudier la population, c'est de l'écouter en période de reproduction pour être capable de dire on a un mâle chanteur ici, on a un mâle chanteur là. Donc nous, a priori, on en a deux qui se répondent ici. C'est celui qui est ici. Le butor, c'est un peu un oiseau mythique. C'est l'oiseau qu'on voit très très rarement. Peut-être on le voit 1 ou 2 fois par an pour les gens qui sont vraiment beaucoup sur le terrain. Derrière nous, on l'entend là. Et vous l'entendez mugir et ça lui a valu le nom de bœuf des marais. Et ici, dans l'Audomarois, c'est quand même un des bastions de l'espèce. C'est quand même une région assez densément peuplée, le Nord-Pas-de-Calais, et de pouvoir conserver des espaces, des zones humides comme ça, où les gens vivent et puis qui sont aussi importantes pour la faune ou la flore, c'est vraiment spécial. Les gens qui sont ici dans leur champ tous les jours et peut-être ils peuvent voir passer le butor ou d'autres oiseaux. Et je trouve que c'est vraiment bien l'équilibre entre les hommes et la nature. C'est lui qui chante? En fait, je pense que c'est un autre parce que moi j'ai l'impression que le chant vient de gauche et lui il est là-bas, il est plus loin. Non, ils viennent par là-bas aussi. Et je vois pas la gorge bouger. Je pense je pense qu'il y en a un autre. Et donc ça fait 3 butors, mais c'est bien ça. Ouais. Carton plein. Écoute, je vais regarder, maintenant je vais lâcher le coucou. Ouais, maintenant que t'as la langue, je vais l'identifier ce rapace. Ouais, c'est un coucou. C'est un coucou. Ça ressemble à un épervier, mais en fait c'est un coucou. Je le vois plus l'épervier. C'est vrai? C'est ma passion, c'est ma vie le marais. Donc j'aime bien un peu la ville, mais la majeure partie de mon temps, c'est le marais, c'est ma vie, ce marais, j'y suis né, et puis, je ne vais pas dire que je le connais à fond, mais je le connais pas mal, disons. Et puis des soirées comme on a passé ce soir, là le vent il monte un peu, mais le soleil, le calme, et puis le chant des oiseaux, que espérer de mieux, quoi. La vie elle est belle.
Claude dit aussi que même quand on n'entend pas les oiseaux, il nous reste les paysages et que ça, on ne pourra jamais nous les enlever. Les hommes du Marais savent la douceur d'une soirée passée à l'abri du monde. Ils connaissent ce point d'équilibre parfait où ils ne dérangent plus ni les oiseaux ni les nuages. Ce moment où la terre et l'eau s'étreignent doucement, à l'infini. Les hommes du Marais savent sans doute mieux que d'autres ce que bonheur veut dire.